Quand on ne connaît pas comment fonctionne un cerveau neuroatypique, ça peut faire peur si on n'a pas une neuroatypique. Mais tous les TDAH que l'accompagnent, ils trouvent ça complètement normal. Après, on ne peut pas lutter contre sa nature. Si vous m'écoutez et que vous êtes multi, il faut le dire, c'est une souffrance mentale pour quelqu'un de rentrer dans une case quand il ne peut pas. Moi, je rêve d'être conférencier. Je dis, mais c'est quoi cette phrase? Je comprends pas cette phrase. Tu veux être conférencier, mais crée ta conférence? Oui, mais ils seront 3. Et alors? Non, mais il y a un moment donné, il faut créer dans la matière ce que tu as envie de vivre. Tu attends que quelqu'un t'ouvre la porte et dit, ah bah en fait, vous voulez pas être conférencier? Bah ça arrivera pas en fait, faut la provoquer la situation. Quand on t'entend, on a envie de se dire, comment tu fais? Je pense que je pourrais être 1000 fois plus rentable si j'étais plus focus et sans engagement. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Je suis tellement sûre de mon accompagnement que vous resterez. J'ai grandi chez les bisounours. Parce qu'en fait, moi, je crois que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est la première fois que je réalise que, mais en fait, j'apprends plus de choses dans une formation que j'achète 1000 balles en ligne que mon master que j'avais payé 100 000 €. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir une nouvelle invitée, une professionnelle des réseaux sociaux. Le but, c'est à travers son parcours, pouvoir vous inspirer et vous aider à lancer et développer votre activité. Aujourd'hui, je suis avec Alice. Salut Alice. Coucou Yacine, ça me fait trop plaisir de te voir. Moi aussi, je suis honoré que tu aies accepté mon invitation. La première fois qu'on s'est vu en vrai, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est vrai. On était collègues. On a été collègues dans une ancienne vie. Et j'ai repris contact avec toi en 2020, à l'époque où moi je me lançais sur les réseaux sociaux. Et là, je m'étais rendu compte que la Alice que je connaissais, qui était graphiste en agence, aujourd'hui, c'était, tu avais déjà 200 000 abonnés à l'époque, créatrice de contenu, tu faisais déjà 1 milliard de trucs. Et ce qui m'avait touché à l'époque, c'est que moi, je venais juste de me lancer. Et toi, tu m'as proposé tout de suite de... Tu as fait une story en fait en envoyant les gens vers mon compte. Tu avais dit voilà, si vous êtes community manager, contactez Yacine et tout. et du coup, je te remercie pour ça. Merci d'avoir accepté que je te partage dans ma story. C'est quand même pourvu d'un humour graveleux, comme d'habitude. Donc, non, c'est un plaisir. Moi, j'adore aider les gens qui se lancent. C'est le but dans ma vie. D'ailleurs, peut-être que ça va te permettre de me poser la question fatidique, qu'est-ce que je fais dans la vie? Voilà. Non, mais tu fais plein de choses. Et donc, moi, je suis curieux de savoir, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, comment tu te présentes, en fait, tu leur dis quoi? J'ai plusieurs stratégies de présentation. Si c'est vraiment rapide, je dis je suis mentor, conférencière, auteur et j'ai plusieurs boîtes. Multi-entrepreneur. Mais si vraiment je vais expliquer ce que je fais dans la vie concrètement, moi j'ai une agence de social media management où on va faire du community management, de la stratégie pour le corporate, le B2B. Mais déjà là, j'ai perdu les gens en général. Ensuite, j'ai une université qui s'appelle Émancipation où j'aide notamment... principalement des femmes, mais j'ai quelques hommes, coucou Kevin, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pas que sur les réseaux. J'ai vraiment de tout. J'ai une éleveuse de porcs, j'ai une nana qui lance sa marque de bijoux, j'ai des artisanes, des commerçantes, des community managers. D'ailleurs, je fais aussi un big up à Pauline qui a signé son contrat de 3 000 € par mois cette semaine. J'ai des gens qui veulent se lancer dans l'infopreneuriat, mais bon, principalement des entrepreneurs ou des gens en reconversion qui veulent se lancer. J'ai un goût aussi pour le community management, donc j'en fais quelques-uns, mais vraiment par coup de cœur. Donc là, en ce moment, j'accompagne un artiste incroyable qui va, je pense, être connu comme Orlinski. S'il travaille avec toi. Voilà, il s'appelle Christol, il est déjà coté, il commence à faire le tour de l'Europe maintenant. Donc ça, c'est une de mes boîtes. J'ai une autre boîte avec mon associé Laurine qui s'appelle Ella Events et là on fait de l'événementiel, on organise des week-ends entrepreneurs. J'ai une troisième boîte avec mes associés Benjamin Roland et Samuel Schwartz qui s'appelle SIM, c'est une boîte de branding haut de gamme et surtout dedans on a aussi inclus un club business qui s'appelle les Samouraïs, Samouraï Club. J'ai une boîte avec mon conjoint qui s'appelle Sebalis, où on vend des véhicules premium, il n'y a pas d'importation, c'est que des retours de leasing, il y a des voitures qui en général ont 1 ou 2 ans et qui sont très belles, on fait tout type de marques, Mustang, Maserati, on fait de la Tesla, on fait de la Jaguar, de la Mercedes, Audi, enfin voilà. J'ai une boîte avec mon papa qui s'appelle Alessi La Production, qui est un label de musique, production musicale et de production audiovisuelle. C'est une boîte que je vais peut-être à terme fermer, elle m'a accompagnée, on va dire, pendant 4 ans, notamment dans ma période musique, parce que j'ai fait de la musique. Et puis, attends, j'ai oublié quoi? Je t'en ai dit combien là? J'en ai 6 des boîtes. On compte même plus là, il y en a tellement. Attends, je t'ai dit Digitali, Ella Events, Sebalis, Alessi La Production, Sim, et ma holding, Alicia Designer. Voilà. Voilà. Et alors, donc ça, c'est ma deuxième activité. Ma deuxième activité est d'avoir 6 boîtes, hein, je tiens à le préciser. Ma troisième activité, c'est que je me suis aussi greffée. Alors là, on ne peut pas parler d'une association parce que c'est une association inter-entreprise. Donc c'est un peu différent. C'est pas, fiscalement parlant, ce n'est pas une société. On a créé une marque qui s'appelle les Dineos. Donc je me suis greffée à Tiffen, qui était une de mes élèves, qui a créé ce concept, qui est magnifique. Les Dineos, c'est un concept qui aide les femmes à s'émanciper, à se propulser dans leur région. Donc en fait, on a plein d'ambassadrices. On a
a bientôt 40 dates, donc 40 villes. Là, celle de septembre ou octobre, enfin de la rentrée, je ne sais pas quand est-ce que les gens verront cette vidéo, mais c'est Marseille, Versailles, Saint-Malo, Rennes, Rouen, Lille, Mâcon, Lyon, Antibes, Aix-en-Provence, Cassis, Toulon, Montpellier, bientôt Bordeaux. Enfin bref, on a beaucoup. En local, partout en France. Voilà. Et là, l'objectif, c'est... donc nous, c'est pas pécunier ce projet-là parce qu'en fait, les recettes des dîners sont 100% dédiées aux ambassadrices. Ok. Donc, c'est vraiment un projet pour les aider à se lancer dans un projet événementiel. Nous, ça nous permet aussi de constituer une grande communauté de femmes parce que derrière, elles ont toute une communauté qui s'appelle la communauté OSE. Donc, elles peuvent soit continuer de faire du networking entre elles ou rentrer dans la communauté nationale et donc aller rencontrer des femmes au national. L'idée, c'est que souvent, ces femmes, elles n'ont pas soit la possibilité de remplir un événement aussi facilement, donc moi, je les aide. Je me sers de ma communauté pour les aider. Tiffen aussi, ma partenaire in crime. Voilà, l'objectif, c'est vraiment concrètement dans la matière. Moi qui dis que j'émancipe les femmes, je fais quoi ? Voilà, tu vois, c'est pas un revenu à 100%. Je pense qu'un dîner OSE, ça peut leur rapporter en termes de chiffre d'affaires entre 500 et 1000 euros le dîner. C'est les opportunités que ça va générer derrière. Exactement. Ouais. Et là, c'est concret, c'est dans la matière. Okay. Et moi, si j'ai envie du coup, aller à la rencontre de femmes, je peux aussi me rendre dans les dîners, si je souhaite. Voilà. Oui, la dernière fois, tu m'as envoyé une vidéo, tu avais rencontré une des élèves de ma formation au dîner OSE. C'est vrai. Ouais. Et elle était adorable d'ailleurs. Tu vois, quand on t'entend, on a envie de se dire, comment tu fais ? C'est beaucoup d'activités. Tu sais, en business, on entend souvent le conseil qu'il faut rester focus sur le même projet. Tu vois, on entend parler de The One Thing, genre des concepts comme ça, de rester focus. Toi, tu n'appliques pas du tout ce conseil-là. Du coup, comment tu arrives juste à t'organiser, à t'y retrouver ? Est-ce que tu te fixes, je sais pas moi, tel jour je bosse sur telle boîte ? Comment tu fais en fait ? Alors déjà, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il faut, à 80%, je pense qu'il faut suivre ce conseil. Il vaut mieux se focus, en tout cas bien faire la première fois ce premier projet. Et si ça marche bien, que tu l'as bien délégué, passer au deuxième. Ça, je suis d'accord avec ce concept. Moi, il y a juste un problème qui est notoire, c'est que j'ai un gros trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc je ne peux pas, donc TDAH pour ceux qui ont le terme, je ne peux pas lutter contre ma nature. Donc il y a un moment donné où il a fallu que je fasse un choix. Déjà à l'époque, quand j'étais ta collègue, j'avais donc le boulot en agence, dans l'agence dans laquelle on travaillait, mais entre midi et deux, je donnais des cours et le soir, je faisais des dessins pour un magazine. Donc j'ai toujours été comme ça. Il n'y a pas eu un moment dans ma vie. Ma mère m'appelait le bulldozer parce que dans ma chambre, je tirais des tiroirs. Il y avait les Playmobil, les petits malins, les Barbie. C'était un bordel organisé. Et ma mère me disait, mais comment tu t'y retrouves ? Et en fait, je reprenais comme une série Netflix à chaque fois l'histoire de Barbie. Ah, elle s'est séparée avec Ken. Ah, là, ils sont en train de construire une maison. Là où tu t'étais arrêté. Exactement. Pour moi, c'était clairvoyant. Mais c'est vrai que de l'extérieur, quand on ne connaît pas comment fonctionne un cerveau neuroatypique, ça peut faire peur si on n'a pas une neuroatypie. Mais tous les TDAH que l'accompagnent, ils trouvent ça complètement normal. D'accord. C'est juste une façon de penser. En fait, on pense que le TDAH, il est désordonné alors qu'il a juste une façon de fonctionner différente. Okay. Donc, moi, ça va très bien. Juste, j'ai beaucoup délégué, je suis bien entourée aussi. Par exemple, sur la partie formation, franchement, j'ai une équipe de fous, que ce soit sur le back-office, que ce soit sur le closing, que ce soit dans mes coachs, que ce soit dans les audits pour mes élèves, que ce soit... Enfin, voilà. Au niveau de OSE, on a demandé à Jérémy, mon meilleur ami, de nous aider sur la partie CRM pour qu'il ait un peu un regard sur le petit laboratoire qui se passe derrière, parce que mine de rien, on a une responsabilité, on récupère de la data. Donc, il faut vraiment respecter et sécuriser cette data. Il ne faut pas que ça fuite, je ne sais pas où, que ça parte sur Amazon et tout ça. Au niveau par exemple, du club business de Samouraï, le but étant que ça devienne un collectif. Donc, on pousse vraiment, on a créé les crew managers, on pousse les gens à créer leurs propres initiatives, donc les workshops, s'ils veulent faire des afterworks, s'ils veulent faire des lives. Donc, nous, on a insuffler l'idée, donc les masterclass, les choses à faire, les temples des samouraïs, les idées, les machins. Et le but, c'est que derrière, ils soient autonomes aussi, qu'on ne puisse pas être les seuls sur le... Voilà, D'où les associations aussi que tu fais et les... Voilà. Mais après, je ne suis pas parfaite. Enfin, je ne considère pas que... Je pense que je pourrais être 1000 fois plus rentable si j'étais plus focus. Après, on ne peut pas lutter contre sa nature. Si vous m'écoutez et que vous êtes multi... Je sais combien c'est difficile pour vous, même c'est une souffrance, enfin, il faut le dire, c'est une souffrance mentale pour quelqu'un de rentrer dans une case quand il ne peut pas. Donc, il préférera être moins rentable, gagner moins d'argent, mais faire des choses qui font vibrer, passer d'un sujet à l'autre. Et si ça fait du bien les gens qui l'accompagnent, moi, en fait, j'accompagne pas tout le monde, j'accompagne les gens qui me ressemblent.
Donc, ça leur convient. C'est tout. Et c'est pour ça que je ne vais pas prendre des milliards. Tu vois, je ne fais pas des gros lancements à 200 nouveaux élèves, 300 nouveaux élèves. J'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de connaître individuellement les gens que j'accompagne. Donc, je ne serai jamais comme mes copines, la milliardaire de la formation, des choses comme ça. Je ne peux pas. Toutes mes élèves, j'ai envie de les avoir au tel ou de pouvoir leur faire un petit vocal. Enfin, je suis proche d'elles, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, quand on s'est connus, on était salariés. Est-ce que toi, tu as toujours eu pour vocation de devenir entrepreneuse? Alors, je t'explique. C'est très rigolo que tu me dises ça. Bon, déjà, petite. Attends, je te fais une genèse. Déjà, ma maman, son métier, c'est d'être, au-delà du fait qu'elle était psychosociologue, elle faisait des bilans pédagogiques. Elle accompagnait les jeunes à trouver leur orientation. Okay. Et mon elle papa a dû avoir du mal avec toi, non? Alors, elle m'a toujours testé. Elle a retrouvé tous mes tests de mes 6 à mes 18 ans. Intéressant. Et c'est rigolo parce que donc c'est un grand test très long, psychologique, etc. Et à la fin, tu as une sorte d'octogone avec les différents traits de personnalité, etc. Et moi, écoute, de mes 6 ans à mes 18 ans, il y avait écrit créative, sociale, entrepreneur. Point barre. Okay. C'est 3 mots-clés qui te représentent très bien. C'était les 3 mots depuis toujours. Et alors, à l'époque, ma mère, elle me disait que comme j'essayais de l'imiter, j'avavais déjà créé un truc qui s'appelait AT. Donc, c'était l'ancêtre du Pôle emploi. Ça s'appelait assistant de travail. Et j'avais créé des petits lutins avec « Écoute, alors, quelles sont tes caractéristiques ?» quoi. Je ne savais pas comment j'appelais ça. Et j'aidais les gens à aller dans la bonne voie. Donc, c'est un peu ce que je fais avec Émancipation aujourd'hui. Et en fait, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas faite pour le salariat dès ma toute première expérience professionnelle. Okay. Où on me disait, mais Alice, tu tiens pas en place, Alice part dans tous les sens. J'arrivais à être focus que tu sais, quand c'était 17h, la fin du taf, je travaillais de 16h à 17h. Avant, c'est pas. J'allais prendre un café, je discutais. Moi, je suis hyper productive de 17h à 4h du matin. Je suis pas du tout adaptée au milieu, aux horaires de bureau. Enfin, je peux faire, tu vois, là, j'ai donné des lives toute la journée, mais c'est pas pareil. Je suis en interaction avec les gens, mais s'il faut se mettre focus, je deviens une machine de guerre, voire un bulldozer quand il fait nuit, par exemple. Et dans le monde du travail, ça, on ne respecte pas ces rythmes-là. Le matin, tu me demandes de créer un truc, d'être opérationnel, j'arrive pas. Mon cerveau, il n'est pas adapté. Du coup, parmi toutes les activités que tu fais, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu es aussi créatrice de contenu parce que tu es super active aussi sur Instagram. Ah, ça, c'est ma passion. Voilà. Et est-ce qu'au début, quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux, c'était dans l'optique de devenir influenceuse ou d'être dans le partage, ou dès le départ, tu avais une logique business où tu t'es dit, en fait, moi, je vais utiliser ma présence en ligne stratégiquement pour développer mon business? Alors, c'est intéressant. Je crois la toute première raison, c'était une thérapie. Parce que je sortais donc de 6 ans de relation avec un taré. Et donc, je sais, parce que j'ai gardé dans mes archives tous mes premiers posts et je parlais du fait que j'étais tombée dans l'anorexie, que j'essayais de me retrouver. J'avais des copines, moi, qui m'avaient tourné le dos. Donc, je vivais une grande solitude. Donc, ça a été plutôt une thérapie. Sauf que très rapidement, j'ai aussi créé à côté un autre compte qui s'appelait d'ailleurs Digital et compagnie, le nom de ma boîte. Et en fait, je me rendais compte que le compte pro, tout le monde passait à côté. Il n'y avait aucune interaction. Donc, à la base, Alice K Designer, c'était un compte perso? Oui. À la base. Oui. J'avais mis comme ça, Alice K Designer, parce que voilà, et à côté, j'avais ma boîte, quoi. Et très rapidement, je me suis rendu compte, mais pourquoi les gens passent autant de temps à écouter ce que je dis, à regarder ma nouvelle tenue de la semaine Et là, j'ai réalisé que les gens, il y avait une mutation dans la com, tout ce que nous, on avait l'habitude de faire dans la publicité. C'était fini. Il n'y avait plus les messages. Tu sais, on nous parlait de... J'avais bossé, par exemple, dans une ancienne boîte pour Inouï, l'opérateur téléphonique. On disait les messages de connivence. Tu sais, ce terme-là qui s'utilise beaucoup. Alors que là, c'était justement tout l'inverse. C'était les messages spontanés, quoi. Et très vite, j'ai compris, mais sans le savoir, ce que c'était que la e-réputation, ce que c'était que les billets d'identification, ce que c'était que l'influence. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça au départ. Je sais pas, oui, je pense que je cherchais un peu des clients, mais moi, mes tout premiers clients, je les ai trouvés en tant que graphiste sur Star of Service et Mal.fr. Tu sais, c'est plateforme. Pas du tout via les réseaux au début? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai rarement obtenu des clients pour le graphisme via les réseaux. J'ai eu beaucoup de clients par ailleurs pour d'autres choses, des collabs, des machins. Donc c'était plus du kiff alors au départ? Ouais, c'était du kiff. Puis finalement, je dis, c'est marrant, on était 4-5 influenceuses sur Montpellier. J'ai créé un collectif qui s'appelait le Collectif des influenceurs montpelliérains. Au départ, très bonne idée. On s'est rencontrés, on a fait des premières collabs groupées. On allait tous en paillote, faire la promotion d'un coup d'une paillote. Donc pour une paillote, c'était hyper intéressant parce qu'il avait une horde de stories et tout ça. Et puis, j'avais oublié un truc, c'est que moi, je suis pas du tout une bonne manageuse.
Et il y a eu des problèmes humains. Machin était jaloux de machin. Non, en fait, il a éclaté au vol le truc. Il a même pas duré 1 an. Mais je suis restée super copine avec les influenceurs. On a d'ailleurs tous les influenceurs de Montpellier. On est dans un groupe WhatsApp duquel je suis admin qui s'appelle les influenceurs qui existe toujours. Okay. On se donne de temps en temps des petites news, on se passe des petites collabs, des petits machins. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aime, c'est le lien. Enfin, c'est les connexions, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que graphiste, très vite, alors ça m'a quand même aidé à me propulser dans l'entrepreneuriat et je ne cracherai pas dans la soupe. Et en plus, je suis ravie d'avoir ces compétences parce qu'en fait, à vie, j'aurai un travail. Je sais que s'il y avait le moins de problèmes, même avec l'IA, j'ai des compétences quand même. Je fais un master de com à Paris qui est incroyable. C'est l'ECP Paris qui est top. Mais je me suis dit, mais attends, si ma vie, c'est d'être calée derrière un ordi et de ne pas bouger, je vais vriller. Je ne peux pas. Il faut que j'ai des gens au moins au téléphone. Il faut que je sois au moins en live. Je suis trop sociable. Je me régénère au contact des autres. Okay. Je suis pas du tout introvertie, donc j'ai un vrai problème avec l'introversion. Alors j'adore les gens introvertis, hein. Mais moi, je sombre dans la dépression en fait quand je suis trop vite toute seule. Donc j'ai toujours un chien avec moi ou mon chéri ou des gens. Je peux pas. La solitude, c'est l'horreur pour moi. Je peux pas. Okay. À partir de quand tu t'es rendu compte que, en fait, les réseaux sociaux, ça pouvait t'ouvrir des opportunités et que tu as commencé à le prendre au sérieux? D'un point de vue vraiment professionnel? Ça a été très rapide parce que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancée, c'était en 2017. Et à l'époque, quand tu postais, déjà, on postait que des vieilles photos moches avec des vieux filtres horribles. Même ça, ça prenait des portées énormes par rapport à aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas encore les Reels. Il n'y avait pas tout ça. C'était pas aussi compliqué. Il n'y avait pas besoin de faire toute une méthode SCD sort, CC, les 4C, les machins, la stratégie, machin. Là, c'était vraiment purement authentique et il y avait tout de suite beaucoup plus facilement de réactions parce qu'on était très peu à poster. C'est-à-dire que proportionnellement, on devait être même pas 1% de la population à poster. Qui contribuaient, Donc c'était déjà beaucoup plus facile. C'est souvent ce que je dis à mes élèves qui se comparent. Je dis les filles, c'est incomparable. Quand Squeezie, Léna Situation, moi, peu importe, on s'est lancé dans nos... Je veux pas me comparer à eux, hein, mais on s'est lancé dans nos canaux respectifs, c'était 10 fois plus facile. C'était vraiment, même 100 fois. C'était 10 fois plus facile, mais comme c'était aussi beaucoup plus rare, beaucoup plus nouveau, il fallait aussi beaucoup plus d'audace à l'époque. On s'en prenait plein la gueule. Pour miser dessus, voilà. Parce qu'à l'époque, tu disais, tu vois, les youtubeurs, ils disaient, je suis youtubeur, tout le monde se foutait de leur gueule. Donc, il fallait avoir du culot de persévérer aussi là-dedans. Donc, c'est plus facile, mais c'était plus dur d'oser, je pense. Moi, j'ai eu plein d'amis qui m'ont tourné le dos, ma famille, tout mon entourage, les gens se foutaient de moi. Tout le temps, les influenceurs. Alors, en plus, on avait l'image à côté des influenceurs de télé. C'était l'enfer. Il n'y avait pas le terme créateur de contenu. Donc, on était tous dans le même panier, quoi. Maëva Guénam, nous, c'était génial. Mais c'est vrai que moi, ce qui était trop chouette, c'est que grâce à ma relation horrible, j'avais tellement peur pour ma vie et j'avais tellement été au plus bas de mon estime personnelle que quand j'ai remonté la pente, le regard des autres, tout le reste, c'est pas que ça avait pas d'importance, c'est faux, ça avait de l'importance, mais c'était devenu un peu anecdotique par rapport à ce que j'avais vécu avant. Okay. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante de ce qui m'est arrivé un peu avant, parce que, par exemple, quand j'ai sombré dans l'anorexie et que je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, je ne trouvais pas d'issue. C'était sans fin, j'ai essayé tout, vraiment tout pour m'en sortir. Et quand j'ai fini par trouver une première issue, une deuxième issue, je me suis dit, waouh, j'arrive à sortir de ça, mais c'est quoi à côté que bidule machin se fout de ma gueule. Il y a un deuxième truc qui m'avait aidé. T'as pas du tout eu la peur du regard des autres? Si, je l'ai tous les jours, mais ça me passe. En fait, je fais du stoïcisme. C'est pas une phobie, c'est pas quelque chose qui me tétanise. Okay. Ça fait partie de mon entourage. En fait, j'occulte. Et alors, encore plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des vagues de haters et tout. Et en fait, je me dis, mais de toute façon, là, je suis au cœur du sujet aujourd'hui. Mais dans 48 heures, c'est quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un d'autre. Puis tu vois ce que je veux dire? En fait, le cerveau humain, il n'a pas la possibilité de se rappeler de tout. Il faut juste serrer les fesses, en fait. Il faut avoir un très bon rectum. Tu vas oublier ça que tu veux dire. C'est que sur le moment, c'est dur, mais en fait, dans ta vie, c'est rien du tout, quoi. Exactement, à l'échelle de la vie. Et puis même, s'il fallait philosopher, moi, j'ai une vision du monde qui est très particulière. Je suis comme Mufasa, tu vois le royaume, qui dit quand on meurt, on se transforme en herbe, les antilopes mangent l'herbe. Oui. En fait, c'est exactement au regard de l'univers. Alors, le système solaire a 13 milliards d'années. Je crois que l'univers a 100 fois ça, je sais plus, excusez-moi les scientifiques, mais on est une poussière, c'est-à-dire qu'on est complètement égocentré, on dit « Ah là là, mais mon regard, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Mais t'es une poussière, en fait. T'as un amas de molécules d'azote liquide, Tu vois ce que je veux dire? D'où, en fait, ça a ces proportions dans ta vie, alors que t'es un caillou, en fait. T'es même pas t'es un atome, tu vois? Et en fait, quand tu réalises ça, c'est ce que je dis souvent sur scène, parce que j'ai oublié de te dire que je fais aussi des spectacles et des conférences, mais quand tu réalises à quel point on est pitoyable de notre égocentrisme, et qu'on pourrait faire des grandes choses et que tu réalises que sur ton lit de mort, les seules choses que les personnes âgées disent connaître, c'est quoi? C'est le regret de ne pas avoir osé, le regret de ne pas avoir dit merde, le regret de ne pas avoir dit je t'aime, mais ils ne se rappellent pas du tout de machin m'a jugé quand j'ai sorti mes... Tu vois? Ça, tu ne te rappelles pas, ton cerveau, il l'occulte. Donc franchement, il faut prendre du recul et se dire waouh, j'ai une vie céleste qui m'attend, il faut que je la crée, quoi. Est-ce que tu as été payée par des marques en tant qu'influenceuse à l'époque? C'est arrivé, ouais.
Mais j'ai pas du tout aimé ce métier. Genre, vraiment... En fait, j'ai rien contre ce métier. Tu vois, je travaille beaucoup avec des influenceurs, mais côté annonceur, moi, je les mets sur des marques. Mais c'est vrai que je trouve, comme moi, je suis très créative, j'ai l'impression qu'on est utilisé comme des panneaux publicitaires, en fait, ou des hommes et femmes sandwich. Et je trouve qu'il y a une sorte d'ingratitude des marques vis-à-vis du travail des créateurs. Alors, c'est un peu en train de changer, tu vois, là, mes potes... j'allais te demander, est-ce que tu trouves que ça évolue Ça a évolué, ouais. Ça dépend des agences. Tu vois, par exemple, mes potes de l'agence Lumera, ils ont des super créateurs, c'est hyper pédagogique, c'est hyper sympa, c'est chouette et tout. Mais moi, dans la période où je l'ai vécu, c'était vraiment la période des blanchiments dentaires, des machins. Ouais, les trucs un peu Et sales. franchement, là, tu as vraiment l'impression que tu es le pantin de cette société malade, en fait. Ouais. Et très vite, tu te réveilles. Donc aujourd'hui, je suis ravie de payer mes restaurants, de les passer en note de frais, tu vois, parce que je ne peux pas faire ça. Je préfère aller faire un petit call avec mes clients ou qu'on se fasse un petit resto que de faire une collab. Pour au final, tu as l'impression tout le temps de travailler, en fait. Tu n'as même plus de plaisir. Du coup, ta première activité, c'était graphiste, en fait, Ouais. parce que c'est ce que tu avais appris dans tes études, ce que tu avais fait avant. Et tu as fait du CM aussi, je crois que tu le fais encore. Du coup, ta première activité, c'était graphiste, en fait, Ouais. parce que c'est ce que tu avais appris dans tes études, ce que tu avais fait avant. Et tu as fait du CM aussi, je crois que tu le fais encore. Mais le CM, c'est arrivé un peu par hasard. Là, on s'est connus, donc le Maroc en 2015. Je crée ma petite micro-entreprise. Au début, franchement, je galère. Je voulais dire au CM que galérer au début, c'est normal. Je galère. Surtout qu'au départ, j'étais vraiment la petite graphiste. J'étais même pas CM, qui vendait des petits logos, des petites brochures, des petites devantures de restaurants, de magasins. Et pour trouver des clients, j'avais aucune compétence dans le SEO. J'avais pas de blog, j'étais pas référencée. Les réseaux, c'était à peine comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait Facebook et on avait des liens directs d'amitié de gens qui nous suivaient, mais il n'y avait pas ces systèmes d'hashtag, d'algorithmes comme on le connaît aujourd'hui. Et je m'étais mis sur des plateformes qui elles-mêmes te référençaient, donc Mal.fr, Star of Service, tout ça. Et en fait, allez, je passe 2-3 mois vraiment à gagner des misères. Je gagnais des 15 € par jour, 20 € par jour. Je me rappelle, je faisais des CV pour les étudiants, des petits logos à 50 balles. J'ai dit, c'est quoi comme service 15 € par jour? Donc c'est des petits CV pour les étudiants. Quoi, ouais, voilà, c'était ça. En fait, je prenais ce que j'avais à apprendre. Je me disais, je vais travailler alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ma e-réputation. Je vais faire un truc limite dodé, mais je vais dire à cette fille de me faire un avis, par exemple. J'avais compris un peu que c'était important. Ça marche beaucoup comme ça sur ces plateformes. Ah oui. Parce qu'au début, il faut bien sortir du lot. Pour te référencer. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est encore valable. Si vous tapez les 10 meilleurs graphistes de Montpellier, je crois que je tombe encore dans le Star of Service avec mes cheveux, je suis brune et tout. En fait, c'est hyper bien référencé du coup. Donc, c'est trop bien. D'ailleurs, ça m'amène parfois des clients, c'est rigolo. Donc, il y a eu ça et je vais rencontrer un client, je sais plus ce qu'il faisait. Je me demande s'il avait pas une salle de sport, mais dans un village. Et il me dit, est-ce que tu pourrais gérer ma page Facebook? Et moi, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, j'avais une page que j'avais fait monter à 100 000 abonnés. En illustration? Ça s'appelait Satat. Ça voulait dire les meufs. C'était des illus, non? En Derija, oui, je faisais des illustrations. Tu vois, je l'avais oublié, mais je viens de... Voilà, et en fait, non, mais j'ai fait 30 milliards de trucs, mais... Et en fait, j'avais déjà compris le mécanisme pour créer une communauté à 100 000 abonnés. En fait, il faut faire de l'humour, créer un lien d'intérêt, parler des gens à travers toi. Donc là, je le faisais avec mes dessins. Je dis, mais je vais le faire sur moi, en fait. Je vais devenir une satate. Je serai la sata, tu vois. Et donc, ce mec, il me dit, gère ma page Facebook. Je dis, mais vous allez me payer pour ça? Parce que pour moi, c'était un jeu d'être sur Facebook. Il me dit, oui. Je dis, ah, ok. Et c'est là où je réalise que j'ai un peu des lacunes parce que même si j'avais fait un master de com, en fait, on nous avait très peu parlé. Mon master, je l'ai eu en 2012, je crois. T'imagines qu'en 2012, on nous parlait, alors que Instagram était là depuis 2010, on ne parlait même pas d'Instagram. On nous riait au nez quand on parlait de ça, tu vois. Déjà, même à l'époque, Facebook, les gens, ils trouvaient encore que c'était pour les gamins. C'était pas encore pris hyper au sérieux. Alors mais c'était pas pris du tout au sérieux. Une évidence. Mais alors, Instagram, bien sûr, je t'en parle même pas. Ouais. Et donc, il me dit ça, il me dit qu'il va me payer pour ça. Je dis, mais trop bien. Et je sais que j'ai des lacunes à ce moment-là. Donc, je vais faire des formations en ligne. C'est la première fois que je réalise que, mais en fait, j'apprends plus de choses dans une formation que j'achète 1000 balles en ligne que mon master que j'avais payé 100 000 €. Je sais pas si on réalise. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais déjà presque caduque dans les compétences que j'avais apprises. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans les cursus universitaires. Mais non, et tout. Il n'y avait pas du tout. On nous apprenait, moi je faisais des croquis d'extérieur, on allait au Louvre dessiner des statues, quoi. Donc c'est très bien, j'ai une très bonne vision de la perspective, mais ça m'aide pour faire mes carousels aujourd'hui, mais voilà, c'est tout. Et bon, aujourd'hui, ça me permet d'avoir un feed qui est beau. Les gens me disent tout le temps, ah, ton feed est trop beau, ça doit être le côté un peu beaux-arts de mes études, tu vois, mais voilà. Et donc je vais faire d'abord la formation de Nicolas Kern, après je vais faire Instagram Révolution, après je vais faire Instapoa, après je vais faire plein de petites formations qui n'étaient même pas des formations certifiantes, mais là je réalise, je dis, ok, en fait, j'ai une torpille entre les mains. J'ai une torpille.
Là, je dis, OK. Moi qui voulais faire les médias, d'ailleurs, j'en ai fait, hein, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, mais dans ma tête, je voyais que les médias offline. Je voyais les abribus, je voyais les campagnes presse, je voyais la télé, enfin, tout ce qu'on nous avait mis dans la tête, on nous avait un peu lobotomisé. Moi, j'étais grandi à la sauce des pubs, Carglass répare, Carglass remplace, Mercurochrome, le pansement des héros. Et là, devant moi, s'ouvrait un monde. Je disais, en fait, on devient les médias, nous. OK. Et là, j'ai poncé le truc. Je suis devenue psychopathe. 3 posts par jour, tous les jours. 3 posts par jour. Ouais. Mais t'imagines cette période qu'on a vécue là, ce moment où il y a eu la transformation digitale et qu'on est passé du print au digital, c'était énorme. Parce qu'il n'y avait pas, comme tu dis, il n'y avait pas de formation et tout. On apprenait sur le tas, on découvrait, mais on savait qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et qu'il fallait se positionner. Et pourtant, rappelle-toi, toi et moi, on était beaucoup sur des BAT. Donc, les BAT, c'est les bons à tirer. Moi, je me rappelle, j'allais dans les imprimeries valider les rapports annuels de com financière. Il fallait que je vérifie toutes les lignes. Alors maintenant, il y a ChatGPT qui vérifie ça. Moi, je le faisais à la main. Ouais. Non, mais justement, c'était le moment où ça a basculé. Donc, toi, tu t'es rendu compte, tu t'es dit, waouh, là, j'ai une compétence qui va devenir hyper précieuse et je peux apporter des résultats de ouf. En plus, c'est un truc que j'aime et donc là, tu as décidé vraiment de miser là-dessus, quoi. Mais alors, en plus, c'est quasi ça, parce que je me suis pas dit je vais avoir des résultats de ouf, mais je sais pas comment expliquer. Tu avais une intuition. J'ai été happée parce que ça m'a fait kiffer, en fait. Ouais, t'as kiffé. Okay. Parce que, disons que par rapport à mon histoire personnelle, comme j'avais été beaucoup éteinte, on m'avait dit de me taire. Là, c'est comme si on me donnait un mégaphone, mais avec un bouton on tout le temps. Et là, j'ai dit, OK, pour moi, une femme qui a eu mes droits d'avoir un compte bancaire il y a quelques années, là, on me donne ce droit-là, il faut que je le saisisse. C'est obligatoire. Et j'avais pas encore la mesure de toutes les dérives des réseaux. Je savais que ça allait être dangereux, par ailleurs, mais j'ai dit, comme l'histoire des planètes, de l'univers du caillou de tout à l'heure, je disais, fuck off, je vais y aller. C'est quoi les trucs les plus fous, les opportunités les plus folles que tu as eues grâce aux réseaux sociaux? J'en ai des ouf. J'ai fait une croisière qu'on m'a offert. Ok, énorme. J'ai chanté avec Big Ali et Bob Sinclair à côté de Koé pour l'anniversaire de Koé aux Folies Bergères sur Énergie 12. Parler, c'est énorme ça. Qu'est-ce que j'ai eu de dingue avec les réseaux? J'ai eu des collabs en veux-tu en voilà. J'ai eu une verrière à l'époque. Une verrière. Wow. Qu'est-ce que j'ai eu de dingue avec les réseaux? J'ai rencontré mon mec. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu à l'époque? Qu'est-ce qu'on avait comme collab? Il n'y avait pas encore la loi influenceur, tout ça, avec les trucs qu'il fallait déclarer, tout ça. J'ai fait tous les restos de Montpellier. J'ai eu une collab avec le Rallye des 500. On a eu une Fiat 500 prévue. Puis après, on a fait tout un Fun Girls Tour en Touraine. Donc, j'ai fait tous les châteaux de la Touraine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je ne saurais pas te dire, des trucs de déco dans les maisons. Est-ce que t'as toujours les... Parce que je crois que tu as fait un petit nettoyage de ton compte Instagram. Ouais. Est-ce que tu as toujours tes posts de ta période influenceuse ou tu les as enlevés? Oui, je les ai tous en archivé. J'ai tout gardé. Pour moi, c'est trop important. Mais ouais, j'ai nettoyé un petit peu parce que même moi, à un moment donné... Du coup, avant, c'était beaucoup... Parce que là, maintenant, c'est beaucoup plus business, ta ligne édito. Et donc, avant, c'était quoi, en fait, quand tu disais... Je partageais mes états d'âme, mes copines, mes week-ends, des collabs, des bons plans. Autour de Montpellier, etc. Ouais, beaucoup. Ouais. Et après, ça a commencé à être Montpellier, puis après la France, puis après les voyages. Puis... En fait, tout ce que j'aimais, je le partageais. Comme on n'était pas beaucoup sur le marché... C'était... Aujourd'hui, je sais même plus combien de sociétés que tu as mentionnées au départ. Tu vois, tu as commencé en freelance. Est-ce que tu arriveras à identifier des steps que tu as eu dans ton développement, tu vois, des gros changements qui t'ont fait passer à des étapes supérieures? Il y a un truc qui est tout bête, mais il y a le Covid. Ouais. C'est une réalité. En gros, j'ai une micro-entreprise de 2015 à fin 2018. Fin 2018, je m'associe à une associée. On va créer une boîte qui va durer que 1 an. Ça se passe mal entre elle et moi. C'est quoi, une agence? C'est une agence de com. On faisait agence d'influence, community management, graphisme. À Montpellier ou... À Montpellier. Vraiment pas loin d'ici. On arrête ensemble. Et en fait, au moment où on arrête, quelques mois plus tard, il y a le Covid. La panique à bord. Tu sais, on faisait beaucoup de l'événementiel, trucs comme ça. Là, c'était fini. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et moi, au moment où en fait, je m'étais séparée d'elle, j'avais un contrat de non-concurrence. Donc, je pouvais même pas faire mon travail. Je pouvais plus faire de graphisme ni d'événementiel. Donc... Mon mentor de l'époque, qui est toujours mon ami, c'est Fabien Prêtre, m'avait dit « Mais Alice, je t'ai vu faire lors d'une conférence qu'on a fait, c'était un petit truc qu'on avait fait ensemble, c'est super intéressant ce que tu proposes sur les réseaux, pourquoi t'en fais pas une formation ?» Et en fait, c'est arrivé au même moment que le Covid. Et en fait, cette année-là, les gens, ils avaient plus de ciné, plus de sorties, plus de rien. C'est l'âge d'or de l'infoprenariat. Mais écoute, j'ai rien compris. En 2020, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. D'ailleurs, je crois que de toutes mes années business, ça a été la meilleure année de ma vie. Parce que... Mais j'avais pas de tunnel de vente, j'avais pas de closer, je faisais des stories vers un checkout.
Je sais pas si les gens imaginent. T'imagines à l'époque ce qu'on pouvait faire? Non, mais enfin, Ouais, voilà. Ouais. Et après, bon, c'était super, mais c'était juste tourné, ce que je te disais au début, autour d'Instagram. Donc c'était bien, j'ai donné tout ce qui, en tout cas, moi, m'a permis d'être là où j'étais à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait plein d'autres choses, comme l'intelligence relationnelle, comme le fait de savoir se positionner comme une opportunité, comme prendre la parole en public, comme oser monter sur scène, comme oser être dans un article de magazine, comme faire des liens sincères, comme savoir bien s'associer. Tu vois, tout ça, on nous l'apprend pas, en fait. Ouais. Donc voilà. Ok, donc 2020, Covid, donc ça c'est, en gros tu passes de C'est l'âge d'or. prestataire de service, done for you, à là je crée une formation. J'ai en un ligne, produit, en fait. et en plus, alors là, il n'y avait Donc, même pas de coaching, rien. C'était un produit en ligne. Ah ouais, c'était Donc, juste c'était nimp. un espacement avec des vidéos en autonomie. C'était quoi. nimp. C'était. Ok. Donc en fait, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est-à-dire que tu n'avais pas de charge en fait. Donc, Bah, c'était que j'avais de la pas de marge. charge, C'était que de la marge, Ouais. et c'était pas et les gens étaient fous, ils disaient c'est trop Ok. bien. Tu sais que de ces élèves qui ont pris cette formation, elles sont devenues Hello Home. Tu pourras aller voir, elle a 400 000 abonnés aujourd'hui. Ouais, ouais. Beauty Marine, elle a 250 000 abonnés. Angie, elle est devenue DJ au JO de Paris. Enfin, j'ai de ces élèves de l'époque. Zoé, elle est devenue chroniqueuse pour France 3. Cette formation a propulsé des filles aujourd'hui. Alors, pas que ça, tu vois, je pense qu'il y a eu plein d'autres choses. Mais dans ces élèves, je sais qu'il y en a plein déjà qui ont explosé. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes après ça? Donc après ça, bah, moi, j'avais fait de la formation comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Puis j'ai fait une coupure avec la musique. Là, c'était vraiment un kiff personnel. Bah, du coup, je pouvais me produire. Ouais, mais bien parenthèse, on en parle parce que je trouve ça trop inspirant. Un jour, tu vois, je suis tombé sur ton clip et je me suis dit, attends, Alice qui se lance dans la chanson. Je me suis dit, mais en fait, tout est possible dans la vie. Il suffit d'avoir un objectif et de se donner les moyens. Parce que tu sais, quand tu vois des gens sur les réseaux qui font des trucs, tu dis oui, mais bon, oui, lui, il est différent, etc. Mais quand c'est que des gens que tu connais, en fait, bah, ça rend le truc beaucoup plus concret. Et vraiment, moi, quand je t'ai vu lancer ça, je me suis dit, OK, en fait, il faut se donner les moyens et bon, tu peux tout réaliser, quoi. Ben, en fait, c'est exactement ça. Moi, j'avais gardé quand même un petit goût amer, je te dis, des traumas que j'avais eus. Et je m'étais dit, comment je peux faire pour vraiment mettre le point final de ce que j'ai vécu comme trauma. Et je me voyais pas faire que de la psychothérapie pendant 30 ans. Je me disais, on a cherché à me faire taire, il faut que ce que j'ai vécu puisse servir à d'autres femmes. Et à l'époque, je voulais me lancer dans la cause des violences conjugales. Sauf que ce que je voyais, en tout cas ce que je constatais, c'est que d'ailleurs, si on creuse un peu, tous ces mécènes, tous ces assos pour la défense des droits des femmes, souvent c'est des gens qui ont fait la Sorbonne, qui sont très renseignés, qui ont le pied dedans. En fait, les vrais concernés, celles qui en ont besoin, qui sont très très loin de l'éducation que moi j'ai pu avoir, qui n'ont pas une once de connaissance du process, de comment elles peuvent se faire aider, etc. Ben, ces filles-là, elles sont où? Elles écoutent de la pop urbaine, ou elles sont dans les cités, ou elles sont dans des milieux défavorisés, où elles n'ont pas accès facilement à la culture. Moi, ma tante travaillait à Beaubourg. Et je me suis dit, bah, où est-ce que je vais aller les chercher? Si je fais des trucs sur France Culture, elles ne seront pas là. Déjà, tu as fait une étude de marché pour savoir quel style de musique. Et donc, j'ai fait de la pop urbaine. Ok, mais est-ce que tu écoutes de la pop urbaine? Après, moi, j'adore ça. Voilà, mais moi, je viens pas, tu vois, j'ai pas la même histoire que Aya Nakamura ou Weshden, tu vois. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a beaucoup reproché. J'ai pas la gueule de l'emploi, tu vois. Donc, ça a sonné faux, mais en même temps, toutes mes chansons, si tu regardes bien, elles ont une dimension d'émancipation pour les femmes. Il y en a une qui s'appelle PN. J'ai fait le job, ça veut dire pervers narcissique. C'est bon, j'ai donné. Dégage, c'est ça que ça veut dire. Bah c'est ça le clip que j'ai vu. Voilà. T'as fait 1 million de vues sur ce clip. 2,6 millions, je crois. 2,6 millions. Je sais plus. Bon, moi, j'ai vu il y a un moment, mais ouais. J'ai fait le job, maintenant faut t'écarter. Qu'est-ce que je veux dire? Après, j'ai fait Fall in Love. C'est un jeu de mots de tomber amoureux et fall, être crazy. Et ça veut dire c'est un syndrome de Stockholm. En gros, comment tu fais pour devenir amoureuse de ton bourreau et comment tu t'en sors. Après, j'ai fait Toi, t'as tout gâché, je vais chez Versace. Donc, c'est très rigolo parce que j'ai été contactée par Versace Monaco suite à ce clip. En fait, ça parle d'indépendance financière des femmes, mais c'est très rigolo, c'est une sorte de zouk. Okay. En fait, j'utilisais les codes de la pop urbaine pour passer des petits messages piques derrière, quoi. Ouais. Après, il y a Solide. Solide, dans le clip, il y a une trentaine de filles qui interviennent, qui sont dans des fonds verts. En fait, on les voit dans les téléphone, dans les magazines, enfin voilà, il y a des incrustations. Et dedans, parmi toutes ces filles, l'histoire raconte que c'est une fille qui n'a pas besoin d'hommes pour s'émanciper. Toutes les filles qui ont intervenu, il y a des actrices de X, il y a des filles très religieuses, J'ai voulu faire intervenir toutes les femmes, en fait, dans le clip pour qu'ils soient vraiment engagés féministes. Et après, j'en ai fait d'autres. Amour ou distance, ça parle de relations à distance. Enfin, il y en a plein que j'ai pas sorti aussi. Mais voilà, j'en ai fait plein. Et j'ai fait une chanson au Maroc. Qu'on a regardé tout à l'heure. Qui s'appelle Casa Paris. Voilà. Casa Paris, ouais. Donc ça, c'était ma petite césure. Après, je me suis rendu compte qu'en fait,
j'adorais la musique, mais... Mais toi, alors attends, désolé si on reste là encore sur la musique, si tu veux bien. À la base, toi, quand tu t'es lancé là-dedans, c'est quoi? Tu t'es dit, vas-y, je vais faire un projet pour le fun, ou à la base, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer dans une carrière totale. En fait, ça a commencé très simplement. J'ai reçu un message, tu vois, ça fait partie des opportunités quand tu as des abonnés. Je reçois un message d'un producteur qui me dit, Alice, on va lancer une compile d'influenceurs. Je dis, trop bien, trop marrant. Moi, j'adore m'amuser, tu vois. Et en fait, je me rends compte que au fur et à mesure que j'avance dans ce projet, mais rien n'est carré, quoi. Il a mal organisé, il n'y a pas les heures de tournage, il n'y a rien. Et en fait, je suis la seule motivée de tous les influenceurs qui suis carré. Donc, je dis, OK, moi, je vais aller au studio. Je rencontre le gars qui s'appelle Alan, qui est un génie, Alan Gisson. Et là, je dis, mais en fait, j'aime trop être au studio. C'est comme créer, quand t'es graphiste, t'aimes créer. Moi, j'avais fait du solfège quand j'étais petite. Dans ma famille, il y a plein de musiciens. Et je dis, mais en fait, moi, j'aime créer, c'est trop marrant. Le studio, c'est un régal si t'es artiste, tu vois. Et donc, j'ai aimé cette expérience. Et en fait, je m'y suis mis corps et âme. Tu sais, moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Comment on fait pour se lancer dans la chanson? Il faudrait 2 heures de podcast. Déjà, il faut créer un label, il faut te déclarer à la SACEM, il faut avoir une avocate spécialisée dans la musique. Moi, j'avais la même que SCH, donc c'est cool. Tu dois déposer les droits d'auteur, de beatmaker. Tu dois également faire toute ta direction artistique, ta stratégie. Il va falloir aussi que tu rencontres ce qu'on appelle des promoteurs radio, des curateurs Spotify, pour pouvoir te positionner dans les playlists YouTube également. Il va falloir aussi que tu sois en indé, que tu puisses toi-même faire ta propre promotion dans des radios, Sud Radio, etc. Enfin, c'est une entreprise à part entière. Toi, et j'ai tout appris en 3 mois. Mais tu avais un manager, tu avais quelqu'un qui... Alors, j'avais un manager au départ, puis après, j'en ai changé, puis après, c'est devenu moi, et mon mec et mon père. Voilà. Ouais, donc là, c'était devenu quasiment un taf à plein temps, là, avec tout ce que tu me dis. Bah oui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je travaillais à côté. Hein. Oui, il y a plein de temps, mais à côté du reste. C'est moi qui faisais toute la DA de mes clips, c'est moi qui achetais tout le matériel, tous les accessoires, c'est moi qui louais les châteaux, tout. Incroyable. Mais si tu veux, quand t'es hyper actif, c'est un régal de faire de la musique. Mais le problème de la musique, j'ai vite compris, en fait, et je suis navrée pour tous les artistes que j'accompagne. Bon, t'as déjà le milieu qui fait que c'est un milieu de requins, mais j'ai envie de dire, limite, c'est pas le plus grave. Le plus grave, et que j'ai compris un peu sur le tard, c'est qu'en fait, l'industrie du disque a disparu, ce qui va détruire la carrière des artistes, parce qu'aujourd'hui, un artiste gagne 0,003 centimes par vue par stream. sur Spotify. Et encore, c'est s'il a dans les points des points d'interprète ou d'auteur parce qu'il a posé les paroles. Sinon, il n'est juste interprète, il touche rien. Juste interprète, il touche rien. Donc, j'entendais Vita qui en parlait dans Legend et elle disait, en fait, si t'es que interprète, c'est mort. T'es le dernier maillon de la chaîne. T'es le dindon de la farce. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est ce qui arrive. Donc, les gens, ils disent oui, parce que j'ai beaucoup aussi fait de son dans le studio de Gims. Et je demandais à son équipe, là, les beatmakers, et du coup, Gims qui fait tous ses clips, ses machins, est-ce qu'il est vraiment rentable? En fait, Universal le garde, mais il n'est pas toujours rentable parce qu'il coûte tellement cher à voyager en jet, etc. Non, mais... En fait, pour être rentable dans la musique, c'est extrêmement compliqué. Donc, ça dépend de ton train de vie, mais c'est vraiment dur. Les gens se rendent pas compte. Toi, tu dirais que tu as gagné de l'argent, c'était équilibré, t'en as perdu? J'en ai perdu. T'as perdu de l'argent? Ouais, parce que t'as tellement produit de... Non, alors, je me suis fait arnaquer par des gars. Par exemple, il y a un gars, on l'appellera S, il est parti avec 70 000 € à moi. Ok. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a produit un court-métrage qui parlait justement de violence conjugale. Puis, il était manager d'un autre gars qui avait tourné dans mon film, que je produisais avec lui. Ce gars-là était très, extrêmement connu. Il a fait de la télé-réalité et il est tombé dans une tourmente chez moi. On était en train de tourner, en fait. Et au moment où on fait la scène finale, on apprend sur TPMP qu'il est dans un bad buzz horrible. Non, mais j'ai vraiment pas eu de chance. Et là, je dis, non, mais on arrête tout. Je peux pas, surtout qu'il était accusé de trucs très graves. Alors que là, on faisait un court-métrage pour les violences conjugales. Donc, j'ai dit, on arrête, on verra plus tard. Sauf que le plus tard, j'ai jamais reçu mon film. Tu vois? Donc, j'ai payé, moi, toute l'équipe, tout, mais j'ai jamais reçu mon film. T'as pas été livré, quoi. Exactement. Okay. Et il m'est arrivé un deuxième truc comme ça. Donc en plus, il faut même faire gaffe avec qui tu bosses, quoi. Non, mais dans la musique, écoute, il m'est arrivé que des choses lunaires. Une autre fois, je fais un clip ici vers la Camargue pour le clip avec Big Ali. Je fais venir toutes mes copines, trop sympas, elles viennent, elles se prêtent au jeu, elles font les figurantes et tout. Et c'est pas, on me réveille en pleine nuit. Oui, il y a 2 des figurants, ils essayent de virer tes copines. Je dis, attends, quoi? Donc je me réveille et tout. Et il y avait des mecs qui avaient mis du GHB dans les verres de mes copines. C'était les potes des 2 autres chanteurs du featuring, tu vois. Et des trucs comme ça, écoute-moi bien. Dans la musique, j'ai même fait un featuring avec une des chanteuses les plus connues d'Afrique. Je pourrais pas dire son nom. On allait sortir un morceau qui est une pépite qui s'appelle Madame. Franchement, mieux qu'un Ayana Nakamura, c'est pas pour me la péter. C'était Young Booba, le gars qui fait les prods de Gims, qui nous avait fait le morceau. Et c'est pas en plein live sur Facebook. Il y a des flics qui débarquent chez elle parce qu'elle aurait volé un frigo. Ce que je te dis, il y a des faits divers.
qui sont toujours d'actualité sur Google. Vous pouvez aller googliser ce que je vous raconte. Donc moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai une malédiction, en fait. Et dans la musique, rien n'était fluide. C'est comme si l'univers me disait... Faut avoir les reins solides, quoi. Non, mais on me disait, no way, Ouais. no way. Et là, je suis revenue au business classique et tout s'est ouvert. Ça, c'était après le Covid, ça. C'était quoi, C'était de 2021, 2021, 2022, ouais, à peu près. Ok. Tu fais 1 an et demi à peu près, ou vraiment très intense. Mais en fait, quand on te dit que l'univers te dit non, Ouais. c'est non. Ok. Et dès lors que je me suis remis dans la formation, que j'adorais aussi mon activité, mais c'était fluide, c'était bien. J'ai fait des conférences, des machins, j'ai aucun problème, no problem, tu vois. Et dès que j'étais dans la musique, catastrophe. Ok. Donc là, on peut fermer la parenthèse. Et ça m'intéressait d'en parler parce que j'avais trouvé ça incroyable que tu te lances là-dedans. Du coup, on était sur les étapes, tu sais, de développement de ton business. Yes. Donc, Covid, après, tu m'as dit, il y a eu la parenthèse. La musique. chanson. Ouais. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est que pendant que je faisais de la musique, j'avais rencontré des gars vite fait au moment où je sortais le son avec Big Ali. Et on s'était rencontrés, je sais plus dans quel cadre, c'était un pote à moi que j'avais rencontré dans la musique qui m'avait présenté ces gars sur Montpellier, c'était des infopreneurs. Puis c'est eux d'eux-mêmes qui vont me rappeler, Alice, au fait, on ne voit plus faire du graphisme, on ne voit plus faire du design, on ne voit plus faire du CM, on ne voit plus former des gens. Tu veux toujours le faire. Je dis, ah non, moi toute seule, j'ai plus le courage. Tu sais, je sortais de tout ce qui m'était arrivé dans la musique, j'étais, moi c'est bon, laissez-moi tranquille. Je vais rentrer dans une boîte de com, je vais mettre salarié, tranquille. Et en fait, ils me disent, Alice, on va t'accompagner, on va être un peu ton back-office, on va t'aider, on va tourner avec toi. Ok. On va te faire les montages, tu vas pas toujours tout porter sur tes épaules. Je leur dois tout. Hein. Alex et Romain, c'est simple, c'est mon ça et mon sur moi. Donc voilà, ils sont toujours là avec moi derrière. Et c'est grâce à eux que c'est aussi carré, c'est grâce à eux qu'il y a un onboarding incroyable, c'est grâce à eux qu'il y a la plateforme, c'est grâce à eux qu'on a Superzad, c'est grâce à eux. Ils m'aident, et franchement. Et d'ailleurs, je Toi, crois ton que je rôle, t'as vraiment ton rôle de formatrice, t'amènes le contenu Exactement. pédagogique, mais après, tu t'occupes ni de la partie commerciale, ni du marketing, Exactement. ni de la livraison et tout. Exactement. Ok. C'est le bonheur. Ok. Tout ce que je déteste, je m'en occupe pas. Par Ok. contre, comme ça, je peux aller au contact des gens, créer des dinos, faire toutes les conférences que je veux, aider des gens à monter sur scène, être au contact. Tu peux donner des chiffres par rapport à la formation? C'est-à-dire En termes de vente, de clients? Là, chiffre le d'affaires dernier lancement, on a fait 85 000. Ok. Voilà. Bah, Et c'est énorme. voilà. C'est pas tous les mois comme ça, mais Ouais. c'est ces chiffres-là. Après, je fais moins que mes concurrents, quoi. Ok. Mes concurrentes, tu vois, toutes mes copines, Laurine, Anaïs, Margot, on est sur des 200 000, 300 000, Oui. 400 000. Mais Moi- si tu mettais le focus, en fait, elles, c'est leur métier à 100%. Eh oui, voilà. Moi, je te vois même pas en parler énormément. Très peu. Pendant tes lancements, Je effectivement. veux pas saouler les gens Ouais. avec ça. Ouais. Et il n'y a pas besoin parce que moi, en fait, la plupart de mes élèves, c'est mes élèves qui me les ramènent. C'est mes élèves qui recommandent mes formations. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pub comme ça. Ouais. En fait, je pourrais, honnêtement, on sait maintenant le faire. On a un super coût par leads. On a un pixel qui est incroyable. On met 1000 balles, on fait 80 000 balles, tu vois, sur Facebook. Mais le problème, c'est quoi? C'est moi, je t'ai expliqué que quand quelqu'un rentre dans ma formation, j'ai besoin de connaître tout ce qu'il Ok. fait. C'est quoi sa promesse, c'est quoi sa douleur, où est-ce qu'il veut aller, machin. Et donc, j'ai remarqué qu'au-delà de 30-40 élèves, tu sais, je suis pas non plus Hulk, tu vois. Il faut vraiment que je sache qui est qui et tout ça. Et comme en plus, les filles, elles restent longtemps, elles restent pas un mois, c'est pas des Donc, cohortes du coup, d'un mois. Il y a de l'accompagnement. Ben, c'est ça. Donc, rien à voir avec ta première formation que tu avais lancée. Rien à voir. Ouais, c'est Là, il y ça. a des classes, il y a des lives, il y a parfois 3, 4, 5 lives par semaine. Là, rien que de début septembre à mi-novembre, il y a 37 experts qui viennent de l'extérieur. Et j'ai pris les meilleurs. Hein. Adri Pérus dans les automatisations, Yvan, Claudic, le meilleur dans Facebook. Enfin voilà, Tu fais ça parce que Yvan est derrière. Oui, Yvan derrière, parce que Yvan, et comme moi, il est multipotentiel, il a aussi un studio de podcast. Et il est génial, il sait tout faire, cet homme. Il sait tout faire. D'ailleurs, si vous avez besoin d'ads, contactez Yvan Claudic, s'il vous plaît. On dirait qu'Yvan, il a acheté une page publicitaire dans le podcast. C'est moi. Je suis la créative d'Yvan. Voilà. Trop bien. Donc aujourd'hui, donc la formation, elle tourne. Ça tourne bien, ça pourrait mieux tourner, mais moi, je préfère les business pérennes. Ça y est, moi, ma maison, elle est remboursée, j'ai un magnifique château, petit J'ai château. l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu ton mode de fonctionnement avec l'association, de venir d'apporter toi. Ce que je peux apporter, ce que toi, ouais. tu sais faire le mieux. En fait, c'est très simple, j'ai compris pendant une période de ma vie où je voulais tout faire tout le temps. Quand tu fais ça, tu rames. Parce que tu passes ta vie, tu t'essouffles. Alors que si tu donnes aux gens ce qu'ils savent faire sous forme de zone de génie ou d'expert skills, tu vois, mais tout va beaucoup plus vite. Donc, donne à manger à celui qui a faim. C'est vraiment ça ma phrase. C'est si tu veux faire des trucs, par exemple, mon meilleur pote Jérém, c'est, je te dis, le dieu des automatisations N8N, Airtable. Sa vie est sa vie est un CRM, tu vois. Il me parle en CRM, il m'appelle la nuit, il me parle de ses CRM. Je dis, Jérémy, tu me fais mal à la tête, en fait.
Là, j'ai envie de dormir, tu vois. Sauf que pour lui, faire un CRM pour un groupe de 14 boîtes avec je ne sais combien de sous-boîtes, etc., ça lui prend une semaine. Moi, c'est un truc que je mettrais 3 ans à faire, tu vois. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Et moi, à l'inverse, te faire toute la structure d'une conférence qui va capter l'attention à la CPME, à la CCI ou même dans des milieux hyper corporate où je te fais un mélange de Florence Foresti, machin, comme ça, je te le sors. Je fais mes presses de conf un jour avant de monter sur scène en général. Ouais. Et je te fais tout le show, hein. Je te fais le truc, je me roule par terre, machin. Donc je pense qu'il faut vraiment se servir de ces zones de génie et arrêter de lutter, quoi, quand c'est pas naturel. Comment tu arrives à déclencher ces opportunités-là? Parce que du coup, c'est souvent, à chaque fois que tu en parles, des opportunités qui sont venues à toi, c'est des gens qui t'ont proposé des opportunités. Donc, tu parles quoi, des conférences? Je parle de tout, des conférences, de la formation. Tu m'as dit que c'est des... il me trouve sympathique, je sais pas. Je sais pas, franchement, je saurais pas te dire. Je pense qu'on attire ce qu'on est. Tu vois, moi, je suis tout le temps à bout en train, j'y crois, je suis à fond, j'aide les gens. Donc, je pense qu'ils s'en rappellent, les gens, que je suis derrière eux. Je me suis jamais embrouillée une seule fois. Ça fait depuis, donc, on est en 2025, ça fait depuis fin 2022 qu'on a recommencé à se mettre un peu dans la formation avec les gars. On s'est jamais embrouillé une seule fois. Okay. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent avec moi, mais moi, je m'embrouille jamais avec les gens. Tu vois, s'il y a une embrouille, c'est que... Enfin, moi, il y a des gens avec qui... Ma copine d'enfance, ça fait 34 ans qu'on est amis. Donc, les rares fois où il y a quelqu'un qui s'embrouille avec moi, c'est qu'il faut se poser des questions. Parce que moi, Laurine, je me suis jamais embrouillée avec elle. Mon père, je m'embrouille pas avec lui. Mon frère non plus. Enfin, tu vois, c'est... Donc, quand on s'embrouille, c'est que soit je dérange, soit il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voilà. Comment tu pourrais modéliser pour quelqu'un qui veut développer son réseau, qui veut se créer des opportunités? Ok, il y a la personnalité, mais est-ce que tu arrives à prendre du recul et modéliser ça? Alors, déjà, j'appelle ça créer une notice de soi-même. C'est comment tu fonctionnes. En fait, il faut être vraiment sincère avec soi. Comment tu fonctionnes toi-même? Moi, par exemple, je vais pas commencer à dire « Ouais, mon gars, si on s'associe ensemble, ça va être trop bien. » Moi, je dis les termes. Je suis TDAH. J'ai du mal à me concentrer de telle heure à telle heure. Ça, j'aime pas le faire. Voilà. Il faut dire la vérité aux gens, parce que sinon, tu crées des tensions si tu veux tout le temps te valoriser aux yeux des gens. Déjà, première étape, la plupart des gens ne se connaissent pas très bien. Exactement. Donc, ça veut dire, déjà, première étape, il faut déjà bien se connaître, et c'est pas de donner à tout le monde déjà. Et écrire, c'est une très bonne thérapie pour apprendre à se connaître. Ok. Parce que tu vois, moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai vu qu'il y avait quand même des répétitions. Enfin, des trucs, le fait que je me fasse avoir, ça revenait souvent, par exemple, tu vois. Donc voilà, il faut travailler ça, le fait de se connaître. Tu te fais coacher mindset, dev perso de manière isolée, quoi. Je vais prendre un petit truc par là, un petit challenge, mais j'ai pas le temps. Je te dis la vérité. Non, mais après... j'ai pas le temps. Mais après, moi, j'ai été coachée toute ma vie. J'ai fait une psychothérapie de famille avec ma famille. Ma mère est psy. T'es pas psy? Bah oui. Okay. Donc, ça aide. Hein. Depuis que je suis petite, je suis en psychanalyse, en fait. C'est très chiant, d'ailleurs. Ouais, mais parfois j'en aurais bien besoin. Mais moi, ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est, même si j'ai horreur du sport, c'est l'effet que me fait le fait de courir. Ouais. Ah, ça, c'est une drogue. Trop bien. Je déteste courir, mais l'effet que procure la course, alors là, ça, c'est trop bien. Okay. Voilà, donc en deuxième modélisation, donc, tu apprends à te connaître, tu définis ta notice. Donc, tu demandes aux gens aussi d'expliquer la leur. Parce que c'est bien de connaître moi, mais qu'est-ce qu'elle attend, la personne? C'est quoi ses objectifs? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs, et c'est OK. Enfin, par exemple, mon associée Laurine et moi, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Elle a un profil rouge, j'ai un profil jaune, mais je suis hyper OK avec le fait qu'elle ait ses objectifs, parce qu'on n'a pas la même histoire. Moi, j'ai une famille plutôt aisée, j'ai pas de peur du manque, j'ai une assurance vie qui m'attend, du patrimoine immobilier qui m'attend. En vrai, je pourrais être à la retraite, tu vois. Laurine, souvent on en parle, elle est au stade de mon père. C'est-à-dire le stade où il faut vraiment que j'arrive à m'extraire d'une situation sociale pour passer au step d'après. Et donc, si elle a envie encore plus de gagner, encore plus d'y aller, je suis grave à fond derrière elle. Là, elle a eu besoin que je fasse une intervention dans son écosystème, j'y vais pour l'été. S'il faut la placer partout, sur les podcasts, sur des conférences, je la mets partout, tu vois. Moi, mes potes, s'il faut les propulser, je les propulse, comme j'avais fait dans la story, tu vois, pour toi. Et c'est hyper intuitif. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est intuitif. Donc, une fois que tu as la notice de l'autre et la tienne, après, peut-être modéliser des objectifs atteignables. Parce que le problème aussi des objectifs grands, je sais que Tony Robbins, il aime bien que tu regardes les choses très, très grands, David Laroche aussi, mais ça peut tétaniser les résultats et toi, ton comportement vis-à-vis de cela. Alors qu'en fait, tout peut devenir grand à partir du moment où tu es dans l'action constante. Je sais pas comment expliquer, c'est des petits bouts par petits bouts. Moi, je fais pas des trucs extraordinaires, mais par exemple, obtenir une opportunité, il faut la provoquer. Je dis souvent à mes élèves qui me disent « Moi, je rêve d'être conférencier ». Je dis « Mais c'est quoi cette phrase ? Je comprends pas cette phrase. » Je dis « Tu veux être conférencier, mais crée ta conférence. »
Oui, mais ils seront 3. Et alors? Moi, ma toute première formation, on était 3 au Novotel. Et ben voilà, maintenant je fais des conférences, il y a 200 personnes. Bah oui, tes conférences à 3, t'es conférencier. Non, mais il y a un moment donné, il faut créer dans la matière ce que tu as envie de vivre. Tu vois, si tu le fais pas, tu t'attends que quelqu'un t'ouvre la porte et dit ah bah en fait vous voulez pas être conférencier, bah ça arrivera pas en fait. Faut la provoquer la situation, tu vois. Et c'est pareil pour tout, la musique c'est pareil pour le fait d'être entrepreneur, multipreneur. Et bah typiquement Sim, quand Samuel a lancé le club des samouraïs, mon mec me faisait chier tous les jours parce qu'il est pote avec Samuel. Samuel, comme il a d'autres boîtes. Il a une boîte qui s'appelle Dionis. En fait, on fait ses rachats de véhicules parce que lui, il vend des Ferrari. Donc, quand les gens veulent leur rendre une Porsche, nous, on récupère les Porsches. Enfin, bref. Et donc, mon mec, tous les gens me disent ah, mais regarde, le club des samouraïs, c'est incroyable, mais tu devrais appeler Samuel toute la journée, tu vois. Toute la journée, il me faisait chier avec ça, tu vois. Au bout d'un moment, j'appelle Samuel qui m'explique son projet. Je dis ok, bah, t'as vu, moi, je suis débordée. J'ai ma vie, elle est comme ça, en fait. C'est vraiment, tu vois. Donc, si je t'accompagne, c'est soit on est associé, c'est un projet que je mets du cœur dedans, soit je peux pas, tu vois, parce que voilà. Et pour autant, c'est beaucoup moins rentable d'être associé parce qu'aujourd'hui, on se paye pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça donne du sens à mon implication, si tu veux. J'ai besoin de mettre du sens dans les choses. Mais tu vois, je suis sincère. Je lui ai dit clairement les choses. Le mec, il fait 15 millions. Il est panier de la dernière pluie. Il avait son libre arbitre de me dire oui ou non. Ouais, bien sûr. C'est OK, tu vois. En plus, moi, j'ai pas les crocs sur l'argent. Demain, il me dit Alice, c'est bon, on a plus besoin de toi en tant qu'associé, je me casse. Enfin, je suis pas folle, quoi, tu vois. Et pareil, bah, Alex et Romain, en fait, je sais pas expliquer. Déjà, j'aime bien bosser. Alors, c'est bizarre, je suis hyper féministe, mais je bosse avec beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont hyper féministes ou, sans le savoir, en tout cas très corrects, tu vois. Je m'entends très bien avec mon mec. Il en existe dans ce monde masculiniste. Mais du coup, ça se passe super bien parce qu'il y a moins d'enjeux émotionnels. Toi, c'est pas ah, tu m'as pas dit bonjour. C'est parce que parfois, je vais leur balancer un truc. Ouais, les gars, il manque un truc sur cette page. Ils vont pas commencer à se formaliser en mode attends, quoi? Tu m'as pas dit bonjour? Nanana. C'est pas nous, en fonction de nos cycles, on n'est pas les mêmes. Hein. On peut devenir des dragons, on peut se formaliser. Donc là, c'est cool, il n'y a pas tout ça. Donc j'adore. Et pareil, avec Laurine, c'est que du plaisir. En fait, on a créé notre entreprise plaisir. Déjà, c'est elle, à la base, qui m'a demandé d'être son associée. Avec Laurine, on se dit, tiens, on va faire un event test. Donc, c'était vraiment pas cher à l'époque. Je crois qu'on avait fait les places à 200 balles le week-end. Enfin, c'était vraiment... Il y avait le traiteur, on avait fait venir le chef du Cheval Blanc à Paris. Enfin, c'était ouf, quoi. Et on se rend compte qu'on a trop aimé l'expérience. Sauf que là, si vraiment on veut... Parce que dans l'événementiel, quand même, t'encaisses de l'argent, il va falloir le décaisser. Il faut une boîte à part entière, parce que ça fait monter quand même du chiffre d'affaires pour pouvoir le décaisser. Ouais. C'est pas très intéressant pour nos autres boîtes, notamment pour Laurine, qui fait déjà du chiffre. C'est pas très intéressant de se remettre ça là-dessus. Donc, on a dit, on crée une boîte en plus. Et comme ça, au moins, c'est clair, tout ce qui rentre, on le divise en deux, on se fait notre dividende, on s'est mis à 50-50. Ouais. Pas de sujet, tu vois. Et comme on est hyper complémentaires, alors Laurine, elle adore faire des systèmes IO et des machins, passer sa vie devant son ordi, des petits systèmes, des petits mails, des machins. Et moi, j'adore faire les montages des reels, la promo, tu vois. Donc, en fait, tout ce qu'elle déteste, j'adore. Et tout ce que moi, je déteste, elle adore. Donc, à chaque fois, on se régale. C'est une partie de plaisir. Et sur place aussi, ça nous permet de... Donc, trouver aussi de la complémentarité, quoi. Ah, mais à 1000%. Genre, on serait une seule et même personne, on serait Hormozy. Même mieux qu'Hormozy. Non, je rigole. Peut-être c'est ce qui va peut-être arriver, quoi. Ouais, non, mais j'ai trop de chance de la connaître, Laurine. Mais même Laurine, c'est complètement improbable. Tu vois, regarde à quel point l'intelligence relationnelle, c'est important et à quel point vous devez faire attention à ce conseil, les amis. Je suis invitée il y a quelques années, je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, à une soirée, justement à l'agence Lumera, qui est une grosse agence sur Montpellier, qui a plein de créateurs de contenu pédagogique. Et c'était un jour où vraiment, j'avais pas envie. Mais vraiment, j'avais pas envie. Il fallait que je me maquille, que je me sèche les cheveux. J'étais en retard. J'avais fini le taf tard. Ça faisait déjà 1h30 que l'événement il avait commencé. Je me suis dit, je vais arriver, je vais être la dernière. Les gens ils vont me dire, oula, c'est qui elle, machin et tout. Et j'y vais quand même. Je tire mon mec avec moi. J'arrive, je pousse la porte au milieu de rien. Et en fait, ça fait vraiment genre. Et là, je tombe sur que des gens comme ça qui sont en train de jouer au billard, manger des sandwichs et tout, qui se retournent comme ça en mode, ok, bonjour. Je connaissais personne et tout. Et je suis là avec mon petit chien. Et je me sens pas très à l'aise. Tu vois, il y a des mecs qui ont 1 million d'abonnés, 500 000 abonnés. Tu peux imaginer ce genre d'ambiance bizarre. Enfin, voilà. Et au loin, je vois une nana qui me fait... Je te fais au ralenti. Oh, petit chien. Je dis, oula, elle, je vais la kiffer. C'est pour ça que je prends mon chien partout, parce que je trie tout de suite. Les gens qui n'aiment pas les chiens, je les capte direct. Ça dégage, tu vois. Et là, je vois qu'elle se lève, elle fait des gagas, machin. Mon chien, je dis, comment tu t'appelles et tout. Et là, on est devenu... Enfin, ça a été coup de foudre amical. Voilà. Et depuis... on peut pas se lâcher, quoi. Là, tu parles de la rencontre avec Laurine, là. Avec Laurine. Ouais. Ça a été un coup de foudre. Mais c'est marrant parce que Laurine, on en parlait tout à l'heure, je te disais, à chaque fois que je te vois en tête d'affiche d'un événement, il y a Laurine à côté. Et je me dis, waouh,
vous faites vraiment beaucoup de choses ensemble, quoi. Bah, en fait, on se partage tout dès qu'on peut. Si elle a une opportunité, elle me l'envoie aussi. Et si j'en ai une, je lui envoie aussi. On veut se... Ouais. On est des soldats dans le même régiment, Ok. en fait. Là, tu as dit un mot, tu as dit intelligence relationnelle. Tu peux le définir parce que c'est un Alors, mot que pour moi, on parle souvent. l'intelligence relationnelle, ce serait l'art de manier l'intelligence émotionnelle, donc celle de savoir lire dans les émotions, les connaître. Hein, on parle de rage ou colère ou sensibilité, joie, etc. De l'autre côté, l'art de pouvoir se positionner en opportunité pour les gens plutôt que de toujours vouloir les ponctionner. Ok. Et se servir de tout ça pour en faire vraiment un levier pour sa propre vie personnelle et professionnelle. Si tu veux, c'est un mix entre apprendre à networker, apprendre à toi te sentir en paix vis-à-vis de ces situations d'assemblée et surtout attirer, sans que tu le fasses exprès, des opportunités en permanence. Sans être dans un truc de manipulation où tu crées la situation à la BNI, c'est un peu plan-plan, il faut se mettre à 7h du matin. Non, ça se fait naturellement en fait. Il faut que ça devienne... que tu es tellement magnétique. Qui dit magnétique, c'est que du coup, tu deviens un aimant et c'est-à-dire les gens que tu es censé attirer. Que ce soit les clients, que ce soit les personnes qui vont te présenter quelqu'un d'autre, qui va te présenter quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, quoi. Trop bien. Aujourd'hui, t'enseignes ça aussi. Ouais, d'ailleurs, j'ai tourné les vidéos ici, dans ce studio. Ouais, et en tout cas, les vidéos de l'intelligence relationnelle, je les avais fait ici. Et sur cette formation-là, je crois que j'avais fait 80, 180, je sais plus combien j'ai de vidéos, c'est énorme. Mais le concept est grave intéressant et je pense que ça représente bien en fait, tout ce qu'on vient de dire depuis le début et ce qui a été ta force en fait depuis le départ, quoi. Je crois, ouais. Je crois que, en fait, l'intelligence relationnelle, je l'avais déjà toute petite parce que en CP, donc j'avais la rentrée chez Madame Reynaud et ma mère me dit, donc premier jour, tu sais, on était sous le préau, tous les enfants étaient là, papa, maman, ils voulaient pas y aller, quoi. Et ma mère me dit, j'ai une scène très claire dans mon esprit où tu as 6 ans, enfin même pas 5 ans et demi, parce que moi j'étais du mois de juin, et je vais voir tous les enfants, je dis, bon, maintenant ça suffit. L'école, c'est une opportunité. Donc, on va y aller. On va tous se prendre la main et on va aimer l'école, tu vois. Et ça a commencé comme ça, ma vie, tu vois. Et après, j'ai été déléguée. J'ai fait plein de choses, plein d'activités. Et je sais que je sais pas pourquoi j'étais comme ça. J'aimais le collectif. Après, ma mère, elle a toujours été dans les associations. J'ai fait les Croix-Rouges, les Secours Populaires, les ressourceries, les colibris, les machins. J'ai toujours été dans l'associatif, dans les groupes. Donc, je crois que ça faisait partie de l'éducation, quoi. Il y a un sujet dont tu parles souvent, c'est la relation que tu as avec ton père. Ouais. Et à quel point ton père, il t'a aidé à avoir confiance en toi et à prendre ta place, etc. Comment dire ? Moi, je suis papa aussi. J'ai une petite fille. Tu vois, c'est quoi les choses qui s'est passé pour que ça te donne de la confiance ? Ah là là, je peux pleurer. Mon père, c'est incroyable. J'ai jamais vu un papa comme ça derrière un enfant tout court. Limite trop, tu vois. Limite, ma mère psy disait calme-toi et tout. Il était toujours à fond. Ouais, ma fille, tu vas y aller. Je me rappelle dans les spectacles de l'école, il était allez, t'es la meilleure, ouais. C'était vraiment le cheerleader, quoi. Le cheerleader, quoi. Ouais. J'avais un cheerleader à la maison. Mais pour rien, des fois. Okay. C'était genre, je partais au shopping, tu sais, quand t'as la période shopping, quand t'es ado, j'avais 13 ans. En plus, on prenait sa carte bleue, tu vois. Papa, regarde ce que j'ai acheté chez Jennifer. Il disait, waouh, c'est trop beau. Alors, c'était un truc dégueulasse. C'était un vieux t-shirt, tu sais, c'était la mode dans les années 90-2000, là. Il y avait écrit trash en fluo avec un vieux zip dégueulasse. Ma mère l'a regardé en mode, mais non, mais c'est ignoble, tu vois. Il était là, waouh, mais quel t-shirt. Enfin, il était toujours à fond, quoi. Okay. Et j'ai remarqué que cette espèce d'élan-là qui m'a donné, c'est exactement ce que je donne à mes élèves. Alors, parfois, ça paraît presque caricatural, mais quand t'as pas eu ça, quand tu le reçois, waouh, tu te dis, mais en fait, ouais, Red Bull donne des ailes, quoi. Ouais, et mon père, c'était un Red Bull. En fait, vraiment. il t'a donné de l'estime de toi. Ouais. Et puis, il y a eu ça. Et puis, toutes les fois, on m'a fait du mal, il m'a jamais abandonné. C'est-à-dire que j'ai déjà connu des prud'hommes, des arnaques et tout. Il a pris à bras le corps le sujet. Il a fait les contrats. Il a fait les lettres pour les avocats. Tu vois, il m'a pas abandonné. Ouais. Il a toujours été là, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai 34 ans, dès que j'ai une merde, je l'appelle, tu vois. Ouais. Et si tu prends du recul, tu penses que ça t'a apporté quoi de savoir que tu avais ton père qui sera toujours là pour toi, en fait. Exactement. De l'audace. En fait, quand tu sais que tu auras toujours de l'amour ou tu as un backup, ça te rend forcément plus dingo. Ouais, et donc, je sais que là-dessus, je suis clairement privilégiée. Ça t'a aidé à prendre plus de risques, t'es moins... Ah, mais totalement. Ah, mais à 1000%. Et je pense que c'est ça qui n'est pas juste, c'est que du coup, les gens se disent, ah oui, donc la personne, elle est plus privilégiée, donc ça a été plus facile financièrement pour elle. Alors, sans doute, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un derrière,
et ben ça fait un pic dans le cerveau. C'est un peu injuste, malheureusement. Et c'est injuste. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'être là derrière mes élèves et à jouer le rôle de mon père. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme souvent, c'est une question d'auto-sabotage et que c'est un petit bouton qu'il faut mettre sur on, mais moi, j'essaye de leur donner ce que mon père m'a donné. Parce que je me dis, si ça ne tient que à ça, pour que ça explose pour elle, mais moi, je vais tout donner alors. Alors là, je lui fais du Gad Elmaleh et je vais, on va y aller, mais qu'est-ce que c'est incroyable, ce que tu fais. Et donc, j'ai des filles comme ça qui lancent des petites, je sais pas, marques de bijoux. Non, mais je sais pas, mais si, mais c'est pas grave. Non, c'est trop bien les filles, tout le monde va acheter ses bijoux, tac, 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 tac. Tu vois, c'est cheerleader, vraiment. Là, je peux me permettre de te poser une question un peu perso. Ouais. Genre, tu vois, t'avais ton père qui était à fond derrière toi comme ça, mais tu t'as aussi raconté que t'as vécu une relation un peu toxique avec un mec qui t'a un peu rabaissé. Ah bah clairement, ça a été le contre-coup. Voilà, et en fait, comment t'as pu, entre guillemets, tomber dans ce piège, sachant que t'avais déjà plutôt des bonnes bases pour avoir une estime de toi qui te permettent d'être immunisé. Mais non, mais genre, je pense que justement, la réponse à la question, c'est que moi, j'avais tellement une image des hommes sains et faciles que j'ai même pas vu venir. Si tu veux, j'ai même pas vu les red flags. Pour moi, c'était inenvisageable ce qui m'est arrivé. Et le problème, c'est qu'après l'emprise, ça arrive petit à petit. Le mec, il te montre pas ton vrai visage tout de suite. Donc je pense que c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait j'ai grandi chez les bisounours moi. Et je suis arrivée dans le monde normal, j'ai fait ah d'accord. Et c'est pour ça que je me fais souvent avoir, parce qu'en fait moi je crois que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tu vois. Voilà. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est bien d'être un cheerleader, mais par contre là où ma mère elle avait raison, j'aurais dû plus être éduquée au fait qu'il y a quand même, alors je vais pas dire le pourcentage parce qu'on n'en sait rien, mais t'as quand même 25% des gens qui sont pas nets quoi, vraiment. Tu vois, et ça, moi, pour moi, c'était 2%, tu vois. Tu veux des enfants Je sais pas. J'en ai un. J'allais dire comment tu comptes les éduquer par rapport mais à ça. justement, j'ai peur d'être trop angoissée. En fait, plus tu sais des choses sur les réseaux sociaux, plus c'est difficile d'avoir un enfant. Plus tu es avancé dans les réseaux et plus tu te dis, ouais, en fait, je suis complètement tarée d'en avoir un, quoi. Mais après, j'adore les enfants. J'ai eu mon BAFA quand j'étais plus jeune. Je faisais des animations de colo. J'étais nounou. J'adore les enfants. Je suis belle-mère. Ma belle-fille, elle a 15 ans. Donc, je suis en plein dans TikTok, les ados, machin, c'est génial. Hein. Je suis en première ligne. Là, il y a beaucoup de community managers qui vont nous regarder, vu ma communauté, je pense. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un community manager en 2025 si tu pouvais donner un conseil pour trouver des clients et un conseil pour apporter des résultats aux clients, tu vois? Alors, déjà, un conseil pour trouver des clients. Ça, c'est un truc que j'aime bien apprendre. Imaginons que vous avez remarqué, par exemple, que X resto, X hôpital, enfin, peu importe qui vous visez, mais voilà, vous avez déjà fait une étude de cas, vous voyez bien ce qui pêche. Faites-lui une petite étude de marché, montrez-lui ce qui va pas, parce que pour eux, c'est abstrait, ils connaissent pas ce qu'on fait. Alors, perdez pas votre temps en 1000 ans, hein, faites ça sur Gamma App, un truc à l'arrache vite fait. Et surtout, essayez de lui faire une éducation. Alors, vous le faites soit sur une vidéo Loom, soit vous enregistrez sur Canva, il faut qu'on voit votre petite tête qui analyse tout ce qui perd, en fait, à pas passer par vous. Devenez l'opportunité pour ce client. Donc, par exemple, je prends l'exemple, allez, qu'est-ce qui pourrait être concret pour vous ce fameux resto du coin qui pourtant vend pas mal de matcha, de machin, mais les photos, elles donnent pas envie, elles sont grisées, il y a un vieux texte, il n'y a pas de charte graphique et tout. Et en plus, si vous allez analyser sur Social Blade, vous voyez qu'il arrête pas de perdre des abonnés, machin, bref. Et vous lui faites toute une analyse de ce qu'il pourrait amener. Vous faites une analyse de marché. Combien ça rapporte le matcha dans d'autres villes parce que c'est bien amené. La stratégie que vous pourriez mettre en place parce que vous n'êtes pas qu'un CM. Vous pouvez aller lui faire des collabs avec des influenceurs. Vous pouvez lui organiser des événements de lancement. Vous avez plein d'autres idées. Vous avez de la valeur ajoutée. Et après, ce que vous faites, moi, ça marchait trop bien quand je me vendais dans mes services de community management. C'est que dans toute cette presse, je disais, voilà, si vous aviez dû passer par une agence, parce qu'avec Yacine, on connaît bien le prix des agences. Si vous aviez dû avoir un vidéaste, c'est 3 000 €. Un monteur, c'est 2005. Un chargé d'influence avec agence d'influence, c'est 1007. Et là, je leur mets tout le value stacking. Et à la fin de l'année, c'est 180 000 €. Ben moi, ce sera juste 24 000 € ou 30 000 €. Et en fait, quand vous éduquez votre client au prix et qu'il voit tous les bénéfices... Alors, dernier truc, mais très risqué, mais moi, je le faisais parce que j'avais mon backup. Je disais, mais moi, c'est sans engagement. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Je suis tellement sûre de mon accompagnement que vous resterez. Voilà, c'est ce que je disais. Et ça marche à tous les coups. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Et ta deuxième question, c'était dans comment apporter des résultats. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Oh là, il y en a tellement. Mettre en place pour un client, pour lui apporter des résultats. Déjà, ça dépend ce qu'il fait. Parce que si c'est, par exemple, typiquement un infopreneur, votre client, lui, il veut pas des vues, il veut des conversions. Alors qu'à l'inverse, si vous avez vraiment un gars qui fait de la fast-food, par exemple, et que là, vraiment, il faut qu'il ait du trafic, il vende beaucoup de frites, machin, il va falloir faire des vues. Je sais pas si vous avez vu la success story de Leclerc de Pont-l'Abbé. Pour moi, c'est son idoles.
Mais moi, je me prosterne, mais s'il passe par là, mais merci d'exister. Voilà, il faut vraiment prenez du recul sur quels sont ses objectifs. Et là, vous ne devez plus vous positionner comme un CM. Vous êtes un chef d'entreprise qui comprend les enjeux des autres chefs d'entreprise. Donc, il faut vite le faire formuler et reformuler ses besoins immédiats. Et s'il n'a pas bien compris ce dont il a besoin, expliquez-lui. Parce que, je sais pas, moi, j'ai déjà accompagné des gars qui sont dans l'assurance privée, par exemple. Ils me disaient, oui, mais moi, je veux plein de followers. Mais mec, tu n'auras pas plein de followers. Enfin, c'est hyper spécifique. Pourquoi faire dans une niche. Et puis pourquoi faire Et voilà. Et puis, t'es dans une niche hyper. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est comme des gens qui sont dans des villages de 5000 habitants et qui veulent 100 000 abonnés, tu vois. Oui. Oui, c'est exactement. Voilà. Ouais. Et parfois, en plus, ça dessert. Moi, la première qui ai fait plein de niches différentes, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'influence. Donc, forcément, j'ai eu. Et en plus, à l'époque, j'étais une époque où c'était pas compliqué d'être influenceur. J'ai fait des concours, j'ai avoir plein de concouristes, plein de comptes. Aujourd'hui, mais mon rêve, ce serait d'avoir 100 000 abonnés de moins, mais hyper actif, tu vois. Ouais. Donc, je suis tout le temps en train de trier, mais ça me donne la migraine, quoi. Donc, voilà, pour revenir à ça, c'est bien éduquer, bien faire reformuler, bien. En fait, Prenez c'est une pas posture. juste vendre des posts et de la visibilité, des vues. C'est Non. de comprendre l'objectif business du client. Exactement. Et de parler son langage, en fait. Parce que les gens pensent que quand ils sont CM, ils sont des créateurs de contenu. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Vous devenez le pilote d'un vrai business. Vous êtes la porte d'entrée des clients vers ce fameux business. C'est exactement la vision que nous, on transmet dans c'est important. C'est important. Et le pire, c'est que vous allez rassurer votre client. Il va comprendre pourquoi il vous paye, même peut-être vous payer plus cher. Prenez ce recul, en fait, vraiment de comprendre ces enjeux business, marketing. Demandez-lui. Moi, je mettais les deux pieds dans le plat. Je disais, vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui, honnêtement Honnêtement, vous arrivez à vous verser combien? Parce que eux, ils ont même pas, parfois, quand ils sont artisans, commerçants, ils ont même pas la réalité de leur propre marché. Ils savent même pas analyser leur bilan comptable. Enfin, tu vois, c'est une catastrophe. Donc voilà, faut vraiment soyez la posture B2B que vous pouvez être. Et si vous pouvez pas l'être, ayez l'honnêteté de dire, moi je le fais aussi, par exemple, quelqu'un qui me dit, ouais, moi je veux un magnifique format podcast, machin. Je dis, on va devoir passer par un externe. Donc on va devoir prendre un freelance. Et un freelance, ça a tel coût. Donc, faut pas leur mentir, les gens. Faut mettre les choses prendre sur les i, barre sur les t, parce que sinon, je savais pas, j'avais pas compris ça, gna gna gna. Vous le connaissez, les clients. Donc, voilà. Mais dites-leur que la com, moi, personnellement, pour ma propre communication, je mets 10 000 euros par mois. Donc, il n'y a pas de résultat sans investissement. Donc, voilà. Donc, me dire, oui, non, mais moi, payer 1 000 euros un CM, je m'égosille. Bah, attends, quoi? Enfin, voilà, ils se rendent pas compte. Un CM, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, Karine le marchand, c'est tout. Mais je ne rends pas compte, quoi. Voilà. Trop bien, merci pour ce partage. Alice, on arrive vers la fin du podcast. Ça va ta tête? Pas trop de migraine? Non, je trouvais ça trop cool. T'as vu le TDAH? Ça se voit ou pas à la caméra? Putain, Alice est vraiment comme ça dans la vraie vie, moi je vous le dis. C'est vrai en plus. Pour terminer, est-ce que tu pourrais... Tu vois, là, il y a sûrement des gens qui nous regardent qui sont salariés ou dans une situation qui leur convient pas. Et qui, tu vois, ils sont peut-être inspirés par ce qu'on raconte, ils veulent se lancer dans le digital, ils veulent peut-être se lancer en tant que CM et tout. Mais ils ont peur, en fait, ils sont paralysés. Tu as envie de leur dire quoi à ces gens? Déjà, la peur, c'est un très bon indicateur parce que ça veut dire souvent qu'il faut qu'on y aille. On avait fait un épisode comme ça dans BFM sur le syndrome de l'imposteur. Souvent, c'est quand ça fait peur, c'est que ça sort de la zone de confort. Et je l'invente pas. Quand on sort de sa zone de confort, parfois, on arrive dans un step numéro 2 de sa vie. Donc, c'est plutôt bon signe. Si vous regardez ce podcast et que vous avez peur, il se passe quelque chose. Ensuite, peut-être, deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que partez pas martel en tête qu'il y a une possibilité ou pas. Enfin, je veux dire, dans le digital, et toi-même, tu le sais. Rien que d'ailleurs dans le community management, il y a plein de variantes de community management. J'en parlais encore avec Maëva, qui est une de mes élèves. Elle est community manager, mais elle peut choisir sa typologie de clients. Il y en a avec qui ça le fait pas, et ben elle arrête. Il y en a avec qui ça match tout de suite. C'est la chance qu'on a avec ce métier, c'est qu'il y a énormément de demandes. Enfin là, aujourd'hui, je connais très peu d'entreprises qui n'ont pas besoin de community manager, enfin ça devient obligatoire, quoi. À l'époque, on avait des assistants de direction, maintenant on a ChatGPT. Bon, le budget qu'elle est pour les assistants de direction, il va pour les CM, excusez-moi les assistants. Et donc voilà. Et ensuite, vous dire qu'au-delà même de CM, si vous rentrez un pied dans le digital de manière générale, vous rentrez de toute façon dans quelque chose qui ne va pas vous desservir. Ça, c'est unanime. C'est en train d'évoluer beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Les premiers qui avaient mis les pieds dans la crypto-monnaie, aujourd'hui, ils s'en frottent bien les mains. Donc, soyez encore parmi ceux qui prennent les premiers trains. Parce qu'après, va y avoir, je pense, déjà une génération après nous qui va être biberonnée à ça. Et on va très vite se faire rattraper, comme on a rattrapé nous-mêmes nos anciens. Et je pense aussi que, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Forbes, je crois, dans le top podium des activités. De toute façon, sur les 40 prochaines années, donc je sais pas combien de temps vous avez prévu de travailler encore, mais on a
la santé mentale, les énergies renouvelables et l'écologie, parce que voilà, ça, c'est les 2 réalités. Et la 3e, c'est tous les métiers du marketing digital. Donc, de quelque manière que ce soit, peut-être que vous serez pas CM, peut-être que vous serez C'est-à-dire que OBM. développer sa marque personnelle, dans tous les cas, ça va que être un actif Oui. qui va te servir. Et même avoir des compétences de CM, Oui. parce que même ce sera pour toi-même que tu vas le faire, Oui, ou pour un projet, une marque que tu auras Oui. envie de faire. Moi, perso, de m'être formée, regardez tout ce que ça m'a créé derrière. J'ai fait chanteuse. Non mais, Bah, on l'a vu. à la base, j'ai fait Ouais. une formation Instagram qui Ouais, s'appelait Instagram Révolution. Ouais, Donc, ça c'est n'a bon. aucun rapport. Ça Ouais. m'a permis de travailler à la télé sur France 3, pour BFM, pour... Enfin, c'est lunaire, en Ouais, fait, ce que ça m'a ouvert comme opportunité. Ok. Donc, je dis pas c'est ce qui va vous arriver, mais ça, en tout cas, vous C'est-à-dire pourrez que pas c'est dire... des compétences qui vont te servir toute ta vie Exactement. et que tu vas pouvoir développer. Et même ça, le fait de savoir faire un peu de la mise en page, Ouais. de structurer ses idées, d'utiliser un outil de CRM, ça sert aussi Bien sûr. dans plein d'autres activités. Donc, enfin, pour moi, il y a pas. J'ai jamais connu quelqu'un. Écoutez, j'ai déjà eu 2300 élèves dans ma vie. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit vraiment, je me suis trompée, je voulais faire du SEO par exemple. Là, c'est autre chose. Oui. Donc, aucun problème, on rembourse, Oui. machin. Mais de tous mes autres élèves, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, waouh, ça m'a jamais servi. Ouais. À quelque chose. Clairement. Non, j'ai que des gens qui m'ont dit ça a transformé ma vie, ça a changé ma vie, j'ai bifurqué, j'ai changé de cap, je suis devenue une autre personne, waouh, j'ai quitté mon mec. J'ai eu des trucs comme ça aussi. Donc, j'imagine même pas avec toi où c'est hyper complet sur un métier très spécifique où on peut devenir digital nomade, où on peut axer peut-être dans une typologie, les métiers de la santé, les métiers du soin, qui collent avec notre éthique. Donc, c'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Alice, pour ce partage. J'étais trop contente de t'avoir retrouvé Oui, et de partager ce podcast avec toi. c'était des retrouvailles publiques. C'est ça. C'est dans les émissions, il a quelque chose à lui dire, mais du coup, ils vont passer devant les caméras sur C'est M6. ça. Et ben voilà. C'est ça. J'ai ouvert le rideau. Tu vois. Et on remercie Yvan pour la technique. Dernier petit clin d'œil. Yvan Claudic, allez le suivre sur les C'est réseaux. ça. Merci à tous et puis abonnez-vous si vous voulez plus de contenu, plus de podcasts. Non, Alice. c'est abonnez-vous, c'est pas si vous voulez, c'est abonnez-vous, tout court. Voilà, merci Alice. Vas-y, fais-moi le call to action. Vas-y. Si vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même, d'avoir un énorme yacht, une Lamborghini rouge et habiter à Dubaï, n'hésitez pas à suivre Yacine. En travaillant 2 heures par jour seulement. En travaillant. Ah là là, faut les désinfluencer. Non, mais Je on te travaille, les entrepreneurs, nous. Hein, toi, tu travailles quand même. Oui. Oui. Voilà. Bisous Alice, à Bisous, plus. ciao. Ciao.